Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 18 mars, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'arrestation de l'ex-président philippin Rodrigo Duterte, soupçonné de crimes contre l'humanité dans son pays et qui sera jugé pour ses crimes présumés par la Cour pénale internationale. Justice toujours, puisqu'on s'intéressera également au procès en lien avec la déclaration de la loi martiale par l'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui est désormais accusé avec plusieurs dirigeants de l'armée et de la police d'insurrection. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus particulièrement sur l'île de Bougainville, qui a voté en 2019 à la quasi-unanimité en faveur de l'indépendance, mais dont les dirigeants locaux peinent encore à négocier le transfert de souveraineté avec le gouvernement central de Port Moresby. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en évoquant la question de l'extraction minière des fonds marins, puisque l'archipel des Kiribati et la Chine sont actuellement en discussion et envisagent de débuter des opérations d'exploration en vue d'exploiter les ressources sous-marines de l'archipel. L'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté le mardi 11 mars à l'aéroport de Manille alors qu'il revenait d'un séjour à Hong Kong avant d'être remis à la Cour pénale internationale à La Haye le lendemain. Rodrigo Duterte faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le bureau du procureur de la CPI suite à des accusations de crimes contre l'humanité dans le cadre de sa politique de guerre contre la drogue menée lorsqu'il était maire de Davao puis président des Philippines jusqu'en 2022. Rodrigo Duterte a comparu le 14 mars devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et plus particulièrement meurtre, torture et viol commis aux Philippines entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2022. L'ex-président philippin a participé à l'audience par visioconférence depuis le quartier pénitentiaire de la CPI où il est actuellement détenu. La Chambre a ensuite fixé l'ouverture de l'audience de confirmation des charges au 23 septembre 2025, une audience qui permettra de déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que les crimes présumés ont été commis. Si les charges sont confirmées, Duterte sera renvoyé devant une chambre de première instance. Le mandat d'arrêt indique que des tortures et des viols ont été commis dans le cadre d'attaques généralisées et systématiques dirigées contre la population civile et suite à la politique d'État visant à attaquer des criminels supposés. Les procureurs affirment aussi, je cite, que des milliers de personnes semblent avoir été tuées, précisant que ces meurtres ont des traits, des lieux et des modus operandi communs, y compris au niveau des méthodes de meurtre, des profils des victimes et de ceux des auteurs. Mais il faut savoir que son arrestation et la coopération des autorités philippines avec la CPI dans le cadre du mandat d'arrêt étaient loin d'être actés. En effet, l'héritage politique de Duterte divise l'opinion publique philippine puisque l'ex-président, malgré les nombreuses preuves de violation des droits de l'homme, a été très populaire pendant ses 2 mandats à la tête de l'État philippin de 2016 à 2022. Pendant un certain temps, la famille de l'actuel président Ferdinand Marcos Jr. et celle de l'ex-président Duterte ont constitué une alliance qui a permis l'élection en 2022 de Ferdinand Marcos Jr. avec à ses côtés la vice-présidente Sara Duterte, elle aussi ex-maire de Davao et fille de Rodrigo Duterte. Mais cette alliance est sérieusement érodée au fil du temps et les tensions entre les deux familles sont particulièrement fortes depuis l'année dernière. Concernant le mandat d'arrêt émis par la CPI contre Rodrigo Duterte, les partisans de l'ex-président philippin estiment que ce dernier est victime de luttes politiques internes au sommet du pouvoir. Suite à l'arrestation de l'ex-président, le Sénat philippin a aussi annoncé la création d'une commission d'enquête au sujet de son arrestation à la demande d'Imi Marcos, sœur du président mais proche de Rodrigo Duterte. La commission est censée vérifier que les procédures judiciaires et les droits de Duterte, mais aussi la souveraineté des Philippines, ont bien été respectés. Enfin, notons que les Philippines se sont retirées, sous la présidence Duterte, du statut de Rome qui en faisait un État partie de la CPI, mais le retrait est entré en vigueur le 17 mars 2018 et la CPI reste compétente pour les crimes présumés commis aux Philippines avant cette date.
Hier a eu lieu la première audience formelle de cadres de l'armée et d'officiers de police sud-coréens impliqués dans la tentative d'insurrection présumée de l'ex-président Yoon Suk-yeol suite à la déclaration de la loi martiale le 3 décembre dernier. Les auditions ont commencé par celle de l'ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, accusé d'insurrection et d'abus de pouvoir pour avoir agi sous les ordres de Yoon Suk-yeol et déployé l'armée afin de bloquer l'accès à l'Assemblée nationale. Mais les députés sont tout de même parvenus à entrer dans l'hémicycle ce jour-là et à invalider par le vote le décret présidentiel imposant la loi martiale. Le quotidien sud-coréen Korea Herald a indiqué que le tribunal central de Séoul avait aussi auditionné l'ex-commandant du commandement des renseignements de défense, No Sang-won, ainsi qu'un ex-colonel. En plus d'avoir tenté de bloquer l'accès au Parlement aux députés, ces derniers sont accusés d'avoir été impliqués dans la tentative de l'armée d'arrêter 14 dirigeants politiques de l'opposition, y compris le chef de l'opposition Lee Jae-myung. De son côté, Yoon Suk-yeol a été libéré le 9 mars après 52 jours de détention et a pu regagner sa résidence après avoir été placé en détention le 15 janvier et mis en examen le 26 janvier pour insurrection présumée. L'ex-chef de l'État reste dans l'attente de son procès, mais aussi du verdict de la Cour constitutionnelle, qui doit confirmer la procédure de destitution adoptée contre lui en décembre. La décision des juges constitutionnels pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, selon le quotidien sud-coréen. Le Forum de consultation des dirigeants sur l'indépendance de Bougainville a adopté la semaine dernière plusieurs résolutions importantes et a ainsi recommandé la date du 1er septembre 2027 pour l'indépendance de Bougainville. Les habitants de l'île de Bougainville ont voté en 2019 à 97,7% pour l'indépendance de Bougainville, qui dispose actuellement de statut de région autonome en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais la recommandation de la date fatidique a été annoncée avant que les dirigeants de Bougainville et du gouvernement central de Papouasie-Nouvelle-Guinée à Port Moresby se rencontrent cette semaine pour des négociations. La déclaration publiée mercredi dernier et signée par 14 représentants de Bougainville, dont le président de son gouvernement, Ismaël Toroama, affirme que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas l'autorité pour opposer son veto au résultat du référendum de 2019 et a donc pour obligation de collaborer dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Bougainville et pour l'indépendance. Des discussions entre le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, et le président du gouvernement de Bougainville, Ismaël Toroama, ont déjà eu lieu en octobre dernier, mais le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a toujours pas présenté et adopté de texte pour entériner le résultat du référendum de 2019. Des divergences persistent en effet sur la majorité requise pour adopter ce texte, le gouvernement central plaidant pour une adoption à la majorité absolue et les dirigeants de Bougainville demandant une majorité simple. Les nouvelles discussions entre les deux dirigeants ont débuté hier avec pour médiateur l'ex-gouverneur général de Nouvelle-Zélande, Sir Jerry Mataparae, un dirigeant militaire expérimenté qui a notamment dirigé une mission internationale de maintien de la paix à Bougainville en 1998 et également aidé à la transition administrative du Timor oriental avant son accès à l'indépendance en 2002. Tandis qu'une partie des indépendantistes s'impatiente, une partie de la classe dirigeante à Port Moresby s'inquiète du manque de préparation et de discussion avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et estime qu'il est encore trop tôt pour fixer une date. Comme eux, le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, estime que Bougainville n'est pas encore prêt, que ce soit en matière de finances et d'économie, de gouvernement, de services publics ou encore d'éducation. Outre cette question de majorité requise, James Marape a déclaré que Bougainville devait d'abord renforcer ses structures économiques. Le quotidien local Post-Courrier a rapporté que le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait rappelé que le budget de Bougainville provenait à 95% de financement du gouvernement central de Port Moresby ainsi que d'aide internationale. Après avoir rappelé l'engagement sans faille de son gouvernement en faveur du processus de paix à Bougainville, le Premier ministre a aussi pointé du doigt le problème non résolu des armes en circulation dans l'île et s'est dit inquiet que le processus d'indépendance de Bougainville n'ouvre la porte à des velléités d'indépendance dans d'autres régions, dans un pays qui dispose de la plus grande diversité linguistique au monde avec plus de 800 langues et autant de cultures différentes. Le ministère des Pêches et des Ressources océaniques des Kiribati a déclaré hier que des discussions avaient eu lieu la semaine dernière avec l'ambassadeur chinois Zhou Limin afin d'explorer des possibilités de collaboration pour l'exploitation durable des ressources en haute mer. Notons que l'entreprise canadienne The Metals Company, TMC,
et l'entreprise d'État Ikiribati Marawa Research avaient mis fin à leur accord de coopération l'année dernière et que le contrat, qui concernait presque 75 000 km² de fonds marins dans le Pacifique Nord, était arrivé à son terme en janvier dernier. TMC est une société d'exploration minière en haute mer et est spécialisée dans l'extraction des nodules polymétalliques dans la zone Clarion-Clipperton, dans le Pacifique Nord. Ces nodules contiennent notamment du nickel, du cuivre, du cobalt ou encore de la manganèse, des métaux utilisés par exemple dans la fabrication des batteries de véhicules électriques. Et ils sont à ce titre vendus par ces entreprises d'exploitation minière comme essentiels à la transition énergétique vers l'électrique. Mais c'est un sujet qui divise beaucoup en raison de l'impact environnemental de cette exploitation qui n'en est pour l'instant qu'au stade de l'exploration. Le sujet est notamment controversé parmi les nations du Pacifique, particulièrement vulnérables au changement climatique et qui dépendent beaucoup des ressources qu'elles tirent de l'océan. Mais Nauru, les îles Cook et les Kiribati font partie de ces États qui sont favorables à cette exploitation et qui y voient un gros potentiel pour leur économie. Les îles Cook ont ainsi signé récemment un protocole d'entente avec la Chine en vue d'exploiter ces fonds marins et les Kiribati avaient indiqué être à la recherche d'un nouveau partenaire. Ce pourrait donc être la Chine avec qui l'archipel du Pacifique a établi des relations diplomatiques officielles en 2019 après avoir rompu ses relations avec Taïwan. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.